Le Centre d'implantologie dentaire Dr Jacques Bernier et Dr Anne Delille vous présente sa conférence donnée par le Dr Anne Delille le 1er novembre 2013 au pavillon La Laurentienne de l'Université Laval. La réhabilitation en région postérieure, les différentes options de traitement. Cette présentation se divise en 3 volets. Premièrement, nous clarifierons les implants courts, nous discuterons des limitations anatomiques en région postérieure et finalement, nous exposerons les différentes options de traitement. Commençons tout d'abord en démystifiant les implants courts. La littérature qualifie d'implant court tout implant de longueur plus petite que 10 mm. Mais est-ce une alternative viable? Le Dr Bradmark, le père de l'implantologie, a publié un livre en 2001 qui résume 30 ans de mise en fonction des implants dentaires. Dans ce livre, il décrit plusieurs cas, dont un, fait au début des années 70 et toujours en fonction. Il utilisait alors des implants de 5 mm de longueur seulement pour une réhabilitation complète haut et bas, avec 4 implants par arcade pour supporter des restaurations métal-acrylique. Plus récemment, en 2013, dans le JOMI, The International Journal of Oral and Maxillofacial Implants, Elixon et Stanford présentaient un résumé de recherche sur les implants courts. Ce résumé regroupait des articles de 2012 et 2013 de plusieurs auteurs dont le niveau de preuve scientifique était le plus élevé. Ils se sont alors posé la question suivante: les implants courts, est-ce une alternative viable chez les patients avec une hauteur osseuse réduite? Ils sont arrivés à 3 conclusions. Premièrement, l'utilisation d'implants courts en région postérieure, au maxillaire et à la mandibule démontre un taux de survie comparable aux implants longs. L'utilisation d'implants courts est une alternative viable aux augmentations osseuses chez les patients présentant une bonne qualité osseuse et une quantité suffisante pour la pose d'implants. Et dernièrement, réduire les interventions invasives, le temps de traitement, ainsi que les risques de complications post-opératoires sont des arguments pour favoriser l'utilisation plus fréquente des implants courts. Je dois vous parler tout d'abord de l'évolution en implantologie de 1965, année du premier patient traité en implantologie par le Dr Bradmark, à aujourd'hui, en mettant l'emphase sur les implants courts. En 1965, les implants Bradmark étaient à surface lisse et leur connexion était un hexagone externe. Suite à la mise en charge de cet implant, on remarquait une perte osseuse jusqu'au premier filet de l'ordre de 1,5 à 3 mm. Voici une radiographie classique d'un implant Bradmark à connexion hexagonale externe à la phase d'ostéo-intégration. Remarquez que le niveau osseux est au niveau du collet de l'implant. Suite à la mise en charge de la restauration, on observait une perte osseuse jusqu'au premier filet de l'implant. Jadis, on utilisait des implants de longueur moyenne de 15 mm. La perte osseuse initiale allant jusqu'à 3 mm était alors non significative car cet implant était à l'origine conçu pour la réhabilitation des cas d'édentation complète. Les traitements en implantologie ont évolué dans le temps, passant de l'édentation complète à partielle et unitaire. Également aujourd'hui, nous traitons non seulement des régions postérieures, mais aussi antérieures, dites esthétiques. C'est ainsi qu'en 2013, on note dans la littérature 4 paramètres nécessaires et essentiels pour le taux de succès des implants en général et entre autres pour le sujet dont nous mettons l'emphase dans cet exposé, les implants courts. Ces paramètres sont les surfaces rugueuses, les connexions coniques, le décalage prothétique ou platform switch et les microfilets au collet de l'implant. Donc, premièrement, les surfaces rugueuses. Les surfaces rugueuses permettent une plus grande surface de contact avec l'os pour un implant de même longueur. Donc, un implant de 8 mm à surface rugueuse est équivalent à un implant à surface lisse beaucoup plus long, entre 12 et 15 mm. Deuxièmement, les connexions coniques. La connexion conique permet une grande rigidité du joint implant-pilier, permettant ainsi sa grande stabilité. Ceci réduit la perte osseuse initiale suite à la mise en charge de la restauration.
On parle dans la littérature de 0,2 mm de perte osseuse initiale en moyenne observée. Donc, un implant à connexion conique permet le maintien de l'os marginal, maintien nécessaire dans le cas d'implants courts. Un implant de 8 mm, suite à sa mise en charge, sera et restera de 8 mm dans l'os et non 8 mm moins 3 mm de perte osseuse initiale comme observé avec une connexion externe hexagonale. De plus, la connexion conique, grâce à sa grande rigidité et stabilité, réduira les risques prothétiques reliés aux vis, entre autres. Troisième paramètre, le décalage prothétique ou platform switch. C'est le décalage horizontal entre les surfaces du collet de l'implant et du pilier. Ce décalage modifie la trajectoire de l'exudat inflammatoire responsable de la perte osseuse, permettant ainsi le maintien de l'os marginal, encore une fois nécessaire à la survie à long terme des implants courts. Et finalement, les microfilets au collet de l'implant. Ils permettent de réduire la déformation de l'os marginal lors de l'insertion de l'implant, assurant ainsi le maintien de l'os marginal. Donc, les 4 paramètres énoncés devraient être des caractéristiques des implants courts utilisés. Voici une suite de radiographies d'un implant de 8 mm prise dans le temps, démontrant le maintien de l'os marginal. Lors du rendez-vous d'ostéo-intégration en 2009, suite à la mise en charge de la restauration en 2010 et un an plus tard, en 2011. Au Centre d'implantologie, nous utilisons le système Astratec de la compagnie Dentsply Implants. Ces implants ont tous des surfaces rugueuses, des connexions coniques, un décalage prothétique et des microfilets au collet. Ce système a évidemment des implants courts. Tout d'abord, l'implant de 9 mm de longueur a un diamètre de 4,5 ou 5 mm, donc une connexion large recommandée pour les restaurations en région postérieure. Cet implant sera utile en situation de limitation anatomique causée par les sinus maxillaires et les nerfs alvéolaires inférieurs, mais sera dans certains cas trop long et trop large. On utilisera donc un implant plus court et moins large. En 2009, le système Astratec a mis sur le marché cet implant de 6 mm de longueur par 4 mm de diamètre. Il peut être utilisé en région postérieure. Il nous permet de traiter des situations limitées anatomiquement. Nous l'utilisons depuis 2009 au centre et le taux de survie, cliniquement, est comparable aux autres implants. Lorsqu'on parle d'implants courts, une autre question nous vient à l'esprit. Le ratio couronne-implant. Lors du traitement en PDF sur dents naturelles, le pronostic de la restauration fait référence au ratio couronne-racine. En implantologie, on aurait tendance à faire le parallèle avec le ratio couronne-implant. Lorsqu'on observe ces deux radiographies, les flèches jaunes représentent les couronnes et les vertes, les implants. Le pronostic du complexe implant-couronne semble plus favorable à gauche qu'à droite parce que l'implant est plus long que la couronne. Mais le ratio couronne-implant n'est qu'un mythe. Donc, en implantologie, on parle plutôt de ratio couronne-connexion de l'implant. Premièrement, le type de connexion, idéalement conique. Deuxièmement, la grosseur de la connexion, spécialement en région postérieure. Et finalement, tout ça afin de réduire les risques prothétiques, donc desserrement ou fracture de vis, fracture de porcelaine, etc. La revue Dentistry Today du mois d'août 2013, Dr. Tarnow, Cavallaro et Greenstein faisaient le point sur des sujets controversés en thérapie implantaire. Ils parlaient, entre autres, de l'augmentation du ratio couronne-implant. Ils conclurent alors: les restaurations dont le ratio couronne-implant est de 2 et plus ont un taux de survie élevé. Elles ne causent aucune perte osseuse périimplantaire. Un implant avec un ratio couronne-implant élevé peut être utilisé pour supporter des restaurations unitaires et multiples, et cependant,
L'augmentation du ratio couronne-implant engendre des forces occlusales plus grandes. Il est donc recommandé de réduire le stress sur les restaurations. Donc, lorsqu'on a un ratio couronne-implant comme celui-ci, on doit mettre une ligne séparant l'implant et la couronne. Pour ce qui est de l'implant, il n'est pas à risque. Attention! Cependant, à la restauration, quant au risque prothétique relié à la vis et à la porcelaine, on doit favoriser une grosse connexion conique. Voici les recommandations cliniques que Dr. Turno, Cavallaro et Greenstein ont fait pour les restaurations dont le ratio couronne-implant est élevé. Donc, premièrement, restaurer les régions postérieures avec une guidance incisive ou canine en créant une disclusion des postérieures. Deuxièmement, réduire les contacts dans les mouvements masticatoires et d'excursion mandibulaire. Ajouter des implants pour augmenter la surface où les forces occlusales sont dirigées. Les contacts en centrique doivent être centrés au-dessus des implants. Réduire l'angulation des surfaces occlusales et cuspidiennes. Pour maximiser le support des restaurations, les implants courts peuvent être jumelés. Chez les bruxeurs, faire la restauration plus résistante ou éviter les ratios couronne-implant élevés. Et finalement, pour réduire les stress nocturnes sur les restaurations, le patient peut porter une plaque occlusale. Pour la portion implant, voici maintenant leurs recommandations. Augmenter la surface de contact os-implant en ajoutant des implants, en utilisant des implants de large diamètre, en utilisant des surfaces implantaires rugueuses et finalement en réduisant la distance entre les filets. Et maintenant, pour résumer en imageant très simplement, en région postérieure, gros implant égale grosse connexion est égal à grosse vis qui est égale à une grosse restauration. Alors le contraire est aussi vrai. Voici un exemple d'implant court en région 15. L'extraction a été faite avec une préservation alvéolaire. Suite à une période de guérison de 4 mois, l'os résiduel était de 7 mm. Étant donné une occlusion stable, j'ai utilisé un implant de 6 mm à connexion moyenne. La restauration a été mise en bouche et le pronostic de ce traitement est très favorable à long terme. Le patient n'a pas eu besoin d'élévation sinusale. Voici un autre exemple à la mandibule d'un implant de 6 mm où la hauteur verticale était très limitée. Malgré la connexion moyenne de cet implant utilisé en région molaire, les risques prothétiques ont été contrôlés par une morphologie occlusale réduite et la présence d'une prothèse complète du haut. Une phase de temporisation d'une durée de 6 mois avait été favorisée lors de l'ancien protocole du centre, mais maintenant, cet implant est traité avec les mêmes étapes que les autres implants Astratec. Discutons maintenant du deuxième volet de cette présentation, les limitations anatomiques. Un des facteurs limitants est le sinus maxillaire. L'intervention pour donner de la hauteur verticale s'appelle l'élévation sinusale. En réalité, on ne devrait pas considérer le sinus maxillaire comme un facteur limitant car l'élévation sinusale est une intervention et une technique très prévisible. Le taux de succès des implants est similaire avec ou sans élévation. Il y a peu ou pas de contre-indication à cette intervention et le risque de complications est faible. Cependant, les coûts rattachés haussent les honoraires du traitement et c'est fait en 1 ou 2 chirurgies selon la qualité d'os disponible. Le nerf alvéolaire inférieur. L'utilisation d'implants courts permet de traiter la majorité des cas. Cependant, il faut gérer les risques prothétiques selon la grosseur de la restauration. Comme par exemple, placer plus d'un implant pour jumeler les couronnes et limiter les porte-à-faux. Dans certaines situations, il sera impossible de traiter. Et finalement, la largeur de la crête. Elle peut être modifiée à l'aide de la technique de régénération osseuse guidée ou de greffe osseuse en bloc, augmentant ainsi le coût des traitements. La scanographie osseuse
est l'outil diagnostique utilisé pour évaluer les sinus maxillaires, localiser le nerf alvéolaire inférieur et mesurer la largeur de la crête osseuse. Au centre, nous avons cet appareil depuis 2007 et nous avons analysé à ce jour au-delà de 5000 cas. Nous remarquons qu'il y a toujours plus d'os qu'on pense. Donnez la chance à vos patients de passer un scan pour en faire son analyse. Voici un exemple d'une vue panoramique prise par le scan. À première vue, la réhabilitation des régions postérieures ne semble pas possible vu la proximité du nerf alvéolaire inférieur. Suite à l'analyse avec le logiciel Simplant, permettant la localisation des nerfs alvéolaires inférieurs et la simulation du choix et de la pose d'implants, il est possible de traiter ce patient. Des implants de 6 mm ont été placés avec des restaurations fixes en porcelaine. Donc, en résumé, les implants courts sont une alternative viable. Il faut se fier au ratio couronne-connexion de l'implant. Les implants courts minimisent les coûts, les inconvénients et les risques reliés aux chirurgies complexes. Ils améliorent la qualité de vie de nos patients qui n'auraient pas opté pour des procédures plus complexes, plus risquées, leur offrant peu ou probablement pas d'avantages supplémentaires. Complétons maintenant cette présentation en élaborant les différentes options de traitement. Afin de simplifier les multiples combinaisons possibles, les exemples présentés seront des espaces édentés postérieurs, des prémolaires et molaires, au maxillaire et à la mandibule. Les dents antérieures ont un pronostic favorable. La question à se poser avant d'élaborer un plan de traitement pour le patient est le nombre des dents postérieures à remplacer. Il y a autant de réponses à cette question qu'il y a de patients. Examinons en premier l'articulation temporomandibulaire. Est-ce nécessaire de remplacer toutes les dents postérieures? Est-ce que les articulations sont stables? Est-ce qu'il y a présence de signes et de symptômes guidant notre diagnostic? Le concept d'arcade raccourcie peut-il être viable chez ces patients? Les réponses à ces questions nous guideront sur le nombre de dents à remplacer. Le nombre de dents remplacées versus l'impact sur la santé en général. Bon nombre d'études confirment qu'une bonne mastication, une bonne alimentation permettent de réduire entre autres les maladies cardiovasculaires, le cholestérol et le diabète. Un support dentaire postérieur permet la protection des dents antérieures. Il permet également de stabiliser une prothèse supérieure. Un support dentaire postérieur joue un rôle méconnu de protection de la crête édentée du prémaxillaire. La présence seulement des dents antérieures à la mandibule crée à long terme une résorption sévère du prémaxillaire, telle que démontrée dans la vue en 3 dimensions d'un cas clinique. Maintenant, voici une vue sous des angles différents, le maxillaire et la mandibule. Il est donc essentiel de répartir les forces occlusales en postérieur à la mandibule, soit à l'aide d'une prothèse partielle amovible ou fixe complète sur implant. Également, chez les patients présentant cette édentation, il est recommandé de stabiliser la prothèse supérieure avec des implants, toujours dans le but de protéger la crête édentée du prémaxillaire. De plus, il ne faut pas négliger l'investissement que le patient veut faire. Ceci nous guidera sur le nombre de dents que nous pourrons remplacer. Dernièrement, il faut évaluer les limitations anatomiques que nous avons discutées ultérieurement. Donc, il y a plusieurs réponses possibles à cette question qu'est le nombre de dents à remplacer. Il faut donc discuter avec le patient, lui faire des recommandations et le guider dans son choix. Maintenant, discutons des différentes options de traitement. Il y en a 4. Premièrement, la prothèse partielle amovible avec attache individuelle sur implant.
Deuxièmement, la prothèse partielle amovible avec couronne sur implant. Troisièmement, les restaurations fixes porcelaine sur implant. Et finalement, les extractions complètes et restaurations fixes acryliques sur implant. Donc, la première option de traitement, la prothèse partielle amovible avec attache individuelle sur implant. Elle a pour avantage d'être un plan de traitement économique. Le patient aura une prothèse amovible. Le traitement peut se faire par étapes pour répartir les coûts dans le temps, donc être plus accessible financièrement. Le positionnement et le choix des implants se feront selon les restaurations fixes pour permettre une modification du traitement avec une restauration fixe si le patient veut améliorer son traitement dans le temps. 2 implants seront placés. Leur positionnement sera le plus postérieur possible, optimalement en région des deuxièmes molaires. L'objectif étant de permettre une meilleure stabilité de la prothèse partielle. Les facteurs limitants sont les sinus maxillaires, les nerfs alvéolaires inférieurs et la largeur de la crête édentée. Ceci peut faire augmenter les coûts de l'intervention. Si c'est impossible de placer les implants en position des deuxièmes molaires, les implants seront positionnés le plus postérieurement possible. En région des premières molaires, des deuxièmes prémolaires ou des premières prémolaires. Lorsque l'implant est placé adjacent à la dent terminale, la rétention de la prothèse partielle sera moins bonne que si l'implant avait été placé plus postérieurement. Donc, il est préférable de garder les crochets de rétention. Alors, prévoyez des ajustements plus fréquents. Le choix des attaches individuelles. L'attache privilégiée est le pilier locator. Voici ses avantages. Il permet de traiter des espaces prothétiques restreints, stabilité et rétention, simplicité de fabrication et hygiène facile. Ce pilier est idéal où l'espace prothétique est restreint, comme c'est le cas avec une prothèse partielle amovible. Ses dimensions, pilier et capuchon, sont de 2,5 mm de hauteur par 5,5 mm de largeur. La stabilité de la prothèse est obtenue par la crête édentée. Sa rétention est assurée par les piliers locator dont la force est ajustable selon le nylon utilisé. La prothèse partielle est simple de fabrication étant donné qu'elle se fait de façon conventionnelle. Son dessin en est identique. Les étapes cliniques sont pareilles également. Les réparations sont faciles. Par contre, il faut prévoir changer les nylons dans le temps. Donc, voici, en résumé, les caractéristiques de l'option d'une prothèse partielle amovible avec attache individuelle sur implant. C'est une solution économique. L'ancienne prothèse peut être indexée. C'est une solution de traitement pouvant se faire par étapes si le patient veut avoir éventuellement une solution fixe. Il ne faut pas s'inquiéter du ratio pilier-implant ni de la force latérale sur les piliers qui n'engendra aucune perte osseuse marginale au niveau des implants. Les risques prothétiques sont faibles et finalement, les risques chirurgicaux sont bien contrôlés. Je vous présente maintenant quelques cas cliniques. Le premier est un patient qui désirait avoir une solution fixe à la mandibule, mais, pour une raison économique, voulait que le traitement se fasse par étapes. L'analyse du scan nous démontre qu'il est possible de placer des implants courts de façon sécuritaire malgré la perte osseuse verticale. Le positionnement des implants est prévu pour faire éventuellement des restaurations fixes. Pour des raisons monétaires, le patient désire comme première étape de traitement avoir une prothèse partielle amovible stabilisée par des implants. Seulement les implants postérieurs, c'est-à-dire en position 37 et 47, seront placés. Ces implants seront de 6 mm de longueur. Voici le résultat final des implants avec attache locator et la prothèse partielle amovible stabilisée. Le cas clinique numéro 2 est une patiente qui désire avoir une prothèse partielle stabilisée par des implants. Elle ne veut pas opter pour une solution fixe pour des raisons économiques. La dent numéro 34
n'est pas restaurable et doit être extraite. Seulement l'implant en position 35 sera placé. Un implant de 6 mm a été prévu. Ceci améliorera la stabilité de la prothèse par rapport à une position plus antérieure. Il n'est pas possible de placer un implant de façon sécuritaire plus postérieure, étant donné la proximité du nerf alvéolaire inférieur. Le dernier cas clinique est un exemple de prothèse partielle stabilisée par des implants au maxillaire supérieur. C'est une patiente qui voulait conserver ses canines supérieures et voulait limiter les coûts prothétiques et ne voulait pas avoir de crochet apparent. Un pont fixe de 13 à 23 a été fait avec des plans guidants et des appuis en prévision de la prothèse partielle amovible stabilisée par des implants en position 14 et 24. Des piliers locateurs ont été utilisés. Idéalement, pour une meilleure stabilité et rétention de la prothèse, les implants auraient été placés plus postérieurement en position des premières molaires. Des élévations sinusales augmentant les coûts auraient été nécessaires. Passons maintenant à la deuxième option de traitement, la prothèse partielle amovible avec couronne sur implant. En voici les particularités. En ajoutant des dents supplémentaires, on améliore ainsi le support postérieur. C'est un traitement moins économique. Le patient porte une prothèse partielle amovible et c'est un traitement qui peut se faire dans le temps par étapes pour avoir au final des restaurations fixes. 2 implants seront placés toujours adjacents aux dents terminales afin de limiter les risques prothétiques. Les facteurs limitants sont toujours à prendre en considération. Ce qu'il faut faire attention est le ratio couronne-connexion de l'implant. Il faut s'attarder à la grosseur de la connexion de l'implant, idéalement avoir un implant de large connexion afin de limiter les risques prothétiques. Également, la morphologie de la couronne doit tenir compte des appuis et plans guidants. La prothèse partielle amovible sera dessinée de façon conventionnelle. Les crochets de rétention, les appuis et les plans guidants seront prévus sur la couronne. Je vous présente maintenant un cas clinique illustrant cette option de traitement. Ce patient voulait avoir une prothèse partielle plus stable que celle actuelle. À l'analyse du scan avec le logiciel Simplant, il était possible de placer des implants postérieurs malgré la perte osseuse verticale. Le patient désirait avoir des dents supplémentaires, mais son budget se limitait à seulement 2. Des implants ont été placés en position 34 et 44. Des couronnes sur implant avec appui et plan guidant ont été confectionnées. Une prothèse partielle amovible a été faite avec des crochets de rétention sur les couronnes. Maintenant, discutons de la troisième option de traitement, les restaurations fixes porcelaine sur implant. Ce sont des restaurations fixes en porcelaine. C'est une solution fonctionnelle, confortable et esthétique. Ça peut nécessiter des interventions chirurgicales plus complexes et c'est un plan de traitement plus onéreux. Le nombre de dents remplacées est fait selon le même raisonnement expliqué ultérieurement. Le nombre et le positionnement des implants est déterminé en se fiant, entre autres, aux facteurs limitants. Le cas clinique numéro 1 est un patient qui désire éliminer son partiel et veut donc une solution fixe. Il est possible de placer des implants en élevant la membrane sinusale en région des molaires. Les implants ont été placés suite aux élévations sinusales. Le patient désirait le remplacement des dents jusqu'aux premières molaires et non jusqu'au deuxième molaire pour des raisons seulement financières. Le deuxième cas est à la mandibule. Le patient désire avoir une solution fixe car il est incapable de porter un partiel. Des implants courts seront utilisés pour faire la réhabilitation postérieure. Des couronnes jumelées ont été mises en bouche afin de réduire les risques prothétiques. Et finalement, la quatrième et dernière option de traitement est l'extraction complète et la restauration fixe en acrylique sur implant. Dans certaines situations, les limitations anatomiques nous empêchent de pouvoir traiter sans extraire les dents. Chez des patients, des raisons financières peuvent amener l'extraction complète des dents restantes. Dans ces cas, la solution fixe sur implant peut être avantageuse car elle permet d'avoir un support dentaire postérieur.
Une restauration métal acrylique versus porcelaine pourra être confectionnée pour réduire les coûts. Voici un cas clinique d'un patient qui désire avoir une solution fixe à la mandibule. Il est incapable de porter une prothèse partielle amovible. Les dents 34 à 44 présentes démontrent des signes d'usure, mais leur pronostic à long terme est bon. À l'évaluation du scan, on remarque qu'il est impossible de placer des implants en région postérieure dû à la proximité des nerfs alvéolaires inférieurs droit et gauche. La seule option fixe possible est alors l'extraction des dents 34 à 44 pour la pose de 4 implants entre les trous mentonniers. Voici le panogramme suite à la pose des 4 implants pour une restauration fixe métal acrylique. Le patient a ainsi retrouvé un support postérieur. Pour résumer les options de traitement de réhabilitation postérieure, il y a un éventail de traitements possibles du plus simple au plus complexe. Il y a donc des options de traitement pour chaque patient. Les élévations sinusales est une technique simple et son taux de succès est très élevé. La scanographie osseuse nous permet de localiser précisément les nerfs alvéolaires inférieurs et d'évaluer la quantité osseuse disponible. Grâce aux implants courts, on peut traiter plus qu'on le pense. Donc, l'important, c'est d'en parler à vos patients des solutions que vous pouvez leur offrir. Je désire remercier l'équipe du Centre d'implantologie dentaire Bernier de Lille et je vous invite à rester branchés en consultant notre site Internet.